Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il aura suffi une seule journée, pour rendre Marguerite Stenel célèbre, pour la faire entrer sur la scène de l'histoire. La scène telle qu'elle a été racontée dans les journaux de l'époque, vous la connaissez forcément, ça se passe à l'Élysée. Nous sommes le 16 février 1899, c'est la fin de l'après-midi. Félix Faure est président de la République depuis 4 ans et dans le petit salon d'argent, les cris qui est en retour sur les jardins de l'Élysée, les cris d'une femme retentissent mêlés aux coups de sonnette qui appellent le personnel. Le chef de cabinet, il s'appelle Le Gall, accourt, et là, il découvre le président effondré sur un divan. Il ne parvient, ce pauvre Félix Faure, qu'à émettre un râle plus ou moins indistinct, et à côté de lui, une femme tout à fait affolée, un peu dénudée, même très dénudée, il faut bien le dire. Elle rassemble à la hâte ses vêtements, elle se rhabille, et la voilà qui déjà emprunte une sortie dérobée et s'en va filer dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Le président Félix Faure meurt un peu plus tard dans la soirée, à 58 ans, d'une congestion cérébrale, selon l'expression officielle. Il aurait vécu ses derniers instants de lucidité dans les bras de sa maîtresse. C'est en tout cas ce que, dès le lendemain, répète tout Paris. On apprendra que bien plus tard, le nom de Marguerite Stenel. Elle n'a pas encore 30 ans. Imaginez-la avec une belle chevelure brune, des yeux très bleus. Elle est un petit peu replète. Elle est ce qu'on appelle à l'époque une demi-mondaine, oui. Elle tient un salon, très cossu salon, impasse Ronsin à Montparnasse, et certains la surnomment la reine de Paris. Pour les intimes, elle est tout simplement Meg. La voilà qui arrive à rentrer chez elle après sa visite, si je puis dire, à Félix Faure. Et évidemment, elle est envahie de mélancolie. Elle ressent cet abattement qui lui est par ailleurs familier. Elle se dit que décidément, la vie qu'elle mène n'est pas celle dont elle avait rêvé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle a grandi au sein d'une famille bourgeoise, cette Marguerite Stenel, famille protestante, les Japy. Elle est née, elle a grandi en territoire de Belfort. Son père est un ingénieur qui a décidé d'épouser la fille d'un simple aubergiste, et pour ça, il a dû rompre avec sa famille. Vous savez qu'à l'époque, les familles détestaient ce qu'on appelait les mésalliances, et donc il va inculquer à ses 4 filles un esprit de liberté qui est celui qui l'habite et qui a déterminé sa vie d'une certaine manière. Et les 4 filles en question reçoivent la meilleure instruction grâce à des professeurs particuliers qui se succèdent à la maison. Le père explique à Meg comment on se tient dans le monde. « Enfin, mon petit, lève la tête comme une reine dans les vieux contes », lui dit-il. Comme une reine dans les vieux contes. Avec de tels principes, on comprend que l'adolescente ne tarde pas trop à vouloir s'émanciper. Dès 15-16 ans, elle recherche la compagnie des jeunes hommes, des bourgeois, mais aussi des ouvriers, il faut bien le dire. Et cette liberté, à Belfort, commence à faire scandale, de sorte que les parents se disent qu'il faut absolument la prendre du champ, et ils l'envoient chez sa sœur à Bayonne. Elle a 20 ans, Marguerite, quand elle franchit le portique de la cathédrale de Bayonne. Du haut d'un échafaudage, il y a un artiste qui l'observe, un artiste peintre. Oh, il l'a remarqué tout de suite. Il a presque 40 ans, la barbe déjà bien grisonnante, et lui s'appelle Alphonse Stenel. Il va lui bientôt faire la cour à Meg, et puis il la demande en mariage. Alphonse est sérieux, écrira Meg. Bon, attentionné, je n'ai pas eu le cœur de dire non. C'est joli comme formule, non? Elle n'a pas eu le cœur de dire non, cette Marguerite. En fait, elle n'éprouve pas de passion pour cet homme. C'est sa famille qui entend bien la marier. Elle trouve quand même un certain intérêt à cette union. Elle va le suivre à Paris, dans son grand pavillon d'artistes de l'impasse Ronsin, donc à Montparnasse, qui est un lieu tout à fait romantique, mais disons-le, ça n'est pas ce dont elle rêvait. Mais non, à peine installée, elle est là qui déjà s'ennuie. Je me rendis compte que pour vivre, il faudrait que j'occupe mon esprit, que je dépense mon activité,
société me crée partout et toujours des intérêts nouveaux, dit-elle. Ah ah, une jeune femme qui, à Paris, à la belle époque, cherche des intérêts nouveaux. Vous voyez bien que ce qui va devant elle s'ouvrir, c'est une vie mondaine. Tous les après-midi, dans le pavillon de l'impasse Roncin, elle va commencer à recevoir, alors d'abord dans son milieu, elle reçoit des artistes et puis des journalistes. Eh bien, messieurs, leur dit-elle, puisque vous vous occupez de questions d'art, venez donc voir la peinture de mon mari. Et le salon, au fil des années, devient ce qu'on pourrait appeler une adresse incontournable de la belle époque. On y croise toutes sortes de personnalités importantes. Charles Gounod est là, et Jules Massenet, Pierre Loti, Émile Zola, le poète François Copé, Jean-Jacques Henner également, le peintre à la mode de l'époque. Viennent des députés, des ministres, peu à peu, et des diplomates et des banquiers. Bref, un grand salon et des industriels. Et la reine Meg organise de petits spectacles, une soirée par semaine. Elle finit par fréquenter plus assidûment certains des invités. Dans ses mémoires, elle justifie les infidélités qu'elle commence à accumuler en reprochant à son mari sa paresse, ses mœurs contre nature. Bref, le couple commence à sérieusement battre de l'aile. Il aura quand même une fille. La fille s'appelle Marthe. Désormais, on appelle Marguerite la Bovary de Montparnasse, ce qui à mon avis est quand même un peu injuste, mais on voit bien quelle est son inspiration, on voit bien les rêves qui l'animent tellement qu'elle finit presque parfois par se ridiculiser un peu, et c'est à cette époque qu'elle va donc faire la rencontre d'un ministre de la Marine, très élégant, avec sa moustache en guidon et ses yeux bleus enjôleurs. Elle n'a que 25 ans, elle, et lui s'appelle Félix. Félix Faure, vous l'aurez compris, il était conquis, immédiatement conquis. Ce qui commence là, c'est une vraie liaison. Meg a de l'intuition parce que quelques temps plus tard, voilà que l'ancien ministre de la Marine est élu par le Congrès. Vous savez comment ça se passait à l'époque, on est sous la Troisième République. Eh bien voilà, Félix élu président de la République. Et comme il n'a pas du tout renoncé à son goût pour le faste, au contraire, comme il institue partout de grands dîners, des solennités extraordinaires qu'il donne à cette République nouvelle, le lustre dont elle manquait sérieusement, l'opposition se met à l'appeler le président Soleil. Ce qui, somme toute, est un peu un hommage. Oui, il est un peu le Louis XIV de la Troisième République, Félix Faure. Et Marguerite se donne le beau rôle, je la cite. Je rencontrais le président tous les jours, soit au bois de Boulogne où il faisait une promenade à cheval chaque matin, soit à l'Élysée. Il me téléphonait à toutes les heures du jour. Il avait toujours un service à me demander, une visite à me faire, un personnage à me faire sonder, une impression sur un être ou un événement à vouloir comparer avec la sienne. Félix Faure avait la confiance la plus absolue en moi. Eh ben, vous comprenez maintenant comment ce fameux 16 février 1899, le téléphone de Marguerite a sonné. « Il faut que je vous voie à tout prix », a dit le président. « Oh, mais j'arrive », a-t-elle soufflé. Elle arrive et la suite, eh bien, vous la connaissez. Vous écoutez Radio Classique. La mort de Félix Faure a été un coup de tonnerre incroyable, vous imaginez bien, et dès le lendemain de ce décès, la rumeur commence à courir sur les circonstances de ce drame, et plusieurs versions vont s'affronter. La plus commune présente la rencontre avec sa maîtresse comme la cause du décès. Le journal du Peuple titre « Félix Faure a trop sacrifié à Vénus ». Et on rapporte cette anecdote, on dit qu'en arrivant dans le salon, le médecin aurait demandé au majordome qui se trouvait là, ou à l'huissier, « Le président a-t-il encore sa connaissance ?» Vous connaissez, « Non, docteur, elle est sortie par l'escalier de service. » Paraît-il, aurait répondu l'huissier. Personne n'a confirmé cette scène qui sans doute a été inventée de toutes pièces, mais qu'on continue à raconter plus d'un siècle plus tard. Faut dire que on est dans une période où les oppositions politiques sont fortes, et la période est très troublée puisqu'on est en plein dans l'affaire Dreyfus. Le matin de son décès, le chef de l'État d'ailleurs avait présidé un très long conseil des ministres consacré à cette affaire Dreyfus. L'après-midi, il avait reçu l'archevêque de Paris et le prince de Monaco qui, l'un comme l'autre, étaient venus soutenir Dreyfus. On est à l'époque de la révision du procès. Le président hésitait à demander cette révision. Il subissait les pressions et les reproches des Dreyfusards.
Dreyfusard. Et un an plus tôt, Zola avait publié, juste un an plus tôt, c'était en janvier 98, il avait adressé son célèbre « J'accuse », au point que l'anti-Dreyfusard Édouard Drummond avait lui-même accusé les Dreyfusards d'avoir empoisonné le président. Vous voyez que on parlait beaucoup de complot, etc. On raconte aussi que Félix Faure avait l'habitude d'absorber un aphrodisiaque avant ses rencontres avec sa maîtresse et que ce jour-là, il aurait un petit peu forcé sur la dose. C'est possible. Mais l'historien de la médecine Pierre Darmon, dans Marguerite Stenel, ingénue criminelle, point d'interrogation, Pierre Darmon avance une autre explication. Selon lui, Félix Faure souffrait de tachycardie, son état se serait aggravé au cours des réunions de la journée qui l'avaient singulièrement excédé jusqu'à provoquer un malaise le soir en présence de Marguerite et puis le décès qui lui n'est intervenu que plus tard. Et d'ailleurs, cette version qui semble très crédible correspond paradoxalement mieux à la version officielle. Il y a des moments où il faut, pour se rapprocher de la vérité, se rapprocher de la version officielle. Qu'est-ce que vous voulez? Les talents de Marguerite ne seraient donc pas les coupables. Il est possible, en revanche, qu'elle ait un petit peu mis en scène son rôle dans le décès, comme à son habitude. La rumeur publique a fait le reste. Tout le monde a cru que Félix était mort dans les bras de Marguerite et désormais, pour la courtisane, c'est une gloire. Alors une gloire de chuchotement, mais une gloire quand même. Et les amants vont se succéder auprès de Meg. Par exemple, Aristide Briand, qui se lance à l'époque en politique, ou le roi du Cambodge, Norodom Ier. Elle ne les reçoit pas chez son mari Impasse Ronsin, non. Elle les reçoit dans une maison louée à Meudon-Bellevue, une maison qui s'appelle le Vert Logis, avec ses balcons qui donnent sur la belle forêt de Meudon. Certains amants deviennent des compagnons, comme l'industriel Émile Chouanard, président des Forges de Vulcain, et puis un jeune aristocrate, Emmanuel de Balincourt, qui quitte Marguerite. Elle ressent là son premier chagrin d'amour. Il y avait à la télévision là un fil à la patte de Feydeau. On voit bien cette atmosphère des courtisanes et des demi-mondaines et les personnalités qui se succédaient dans leur grand salon. Enfin, un riche propriétaire terrien, le maire de Balève et Buse dans les Ardennes, qui est un veuf qui s'appelle Maurice Borderel. Je cite Judith Spinoza et Raphaël Turca dans leur ouvrage « Les héroïnes du plaisir » qui vient de paraître chez Flammarion. Ils nous disent Marguerite l'adore, ce Maurice. Toujours aussi inconsciente des convenances, la Bovary de Montparnasse est prête à divorcer pour lui et c'est dans ces circonstances que va survenir un nouveau drame. Et alors là, cette fois, ça se passe bien Impasse Ronsin à Montparnasse, ça se passe bien au domicile conjugal. Alors, accrochez-vous bien, nous sommes le 31 mai 1908, il est 6h du matin, le domestique de la maison, il s'appelle Rémi Couillard, il a 20 ans. Il se réveille et descend au premier étage pour observer que les portes des chambres sont ouvertes. Il s'approche de la première et découvre le corps sans vie de la mère de Marguerite. Elle était venue passer quelques jours à Paris. Le domestique, vous imaginez dans quel état, reprend le couloir, il entre dans la deuxième chambre et là, deuxième cadavre, celui d'Alphonse Stenel, le mari de Marguerite, avec autour du cou bien serré une cordelette. Dans une troisième chambre, il découvre enfin Marguerite. Elle est bâillonnée, elle est ligotée, elle est attachée au barreau de son lit, mais elle est bien vivante. Alors, il la libère et on appelle la police et Marguerite va déclarer « 2 hommes et une femme ont surgi. Ils m'ont ligotée. Ils cherchaient l'argent et les bijoux. » Le médecin légiste constate que le mari et la mère de Marguerite sont bien morts étranglés. Le commissaire Buchotte va mener l'enquête et disons-le, tout de suite, il soupçonne Marguerite d'avoir assassiné, ou en tout cas, plus exactement, d'avoir fait assassiner son mari et sa mère. Le but étant de toucher les héritages et de pouvoir aller tranquillement épouser Borderel. Il remarque que les liens qui attachaient Marguerite à son lit étaient des liens relativement lâches. Et si elle avait bien voulu, elle aurait pu s'en défaire. Elle ne présente par exemple aucune marque au poignet et aucune trace de coup. Ce qui, quand on voit la violence qui s'est abattue sur les 2 autres occupants de la maison, n'est pas sans poser des questions, bien entendu. Elle porte quand même au genou une tache d'encre, la même encre qu'on retrouve à côté de son mari. Enfin, dans la maison, aucune trace d'effraction, d'empreinte de pas, alors qu'il pleuvait dehors en plus ce jour-là. Bon, bref, tout ça est suspect. Est-ce que, pour autant, ça prouverait la culpabilité de Marguerite Stenel ? Le commissaire
va se mettre à suivre une seconde piste. Entre nous, c'est Marguerite elle-même qui a suggéré cette piste. Les 3 voleurs auraient voulu en vérité mettre la main sur des documents secrets confiés par Félix Faure à Marguerite, à l'époque où il était donc président de la République, des documents qui justement, et comme par hasard, portaient sur l'affaire Dreyfus. C'est une piste qui, disons-le, ne mène nulle part et qui ressemble quand même beaucoup à un écran de fumée. Sauf que Marguerite a d'autres cartes en main, si je puis dire. Elle se met à accuser le petit domestique, là, Rémi. La preuve, eh bien, une perle qu'elle aurait découverte dans la poche du pauvre garçon. Et puis, elle accusera le fils de la gouvernante, qui pourtant avait un alibi absolument incontestable. Les 2 accusations se révèlent donc mensongères et à force de changer de version, disons-le, Marguerite finit par discréditer tout ce qui n'est pas la piste qui mène directement à elle, le plus directement du monde. Et le juge d'instruction va lui demander « Et pourquoi les tueurs vous ont-ils épargné ?» Elle répond « Ils m'ont prise pour une enfant. » Tiens, un nouvel élément à charge apparaît. Les bijoux qu'elle a déclarés volés sont retrouvés chez un bijoutier. Elle m'a demandé de les fondre, dit le commerçant. Ouais, bon, le juge a compris. Il inculpe Marguerite Stenel pour complicité d'assassinat et ordonne son arrestation. Ce qui veut dire que maintenant, la reine de Paris va dormir à la prison pour femmes de Saint-Lazare. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voici Marguerite Stenel qui, le 3 novembre 1909, paraît devant la cour d'assises de la Seine, au palais de justice de Paris. Elle est inculpée de complicité dans le double assassinat de son mari et de sa mère. Elle a 40 ans, elle risque bien sûr la peine de mort et le public afflue assister au procès de cette dame du grand monde. Elle est extrêmement pâle, mais paraît très maîtresse d'elle-même, décrit le petit Parisien. Le président de la cour donne le ton, il est suspicieux. Séduisante, captivante, prenante, et voilà les 3 adjectifs que nous allons revoir dans toute la procédure sur les lèvres de tous les témoins qui ne vous connaissent pas. Dans un silence de cathédrale, elle va répéter son récit de l'agression. Ils sont entrés dans ma chambre brusquement. 3 hommes assez grands vêtus de longues blouses noires à manches plates, ainsi qu'une femme rousse. Celle-ci a menacé de me tuer si je ne révélais pas l'emplacement des perles et des documents. Ensuite, ils m'ont ligoté au barreau métallique de mon lit, mis un morceau de ouate dans la bouche avant de me piétiner et de me donner un coup sur le crâne. Ils avaient dû interroger mon mari et ma mère auparavant sans succès. Ils ont finalement dû décider de les éliminer. Alors on lui pose des questions pour essayer de comprendre cette scène absolument invraisemblable, et dès qu'elle se trouve en difficulté, elle fond en larmes, ou bien elle suffoque, ou bien elle s'évanouit. Bref, elle n'arrive pas à convaincre, et le président va passer sa vie au crible. Toutes ces dissimulations, ces affabulations qui maintenant sont là, étalées au grand jour. Elle ne se démonte pas, Marguerite. Je n'ai jamais menti que pour ma vie de femme et parce que j'avais une fille, et j'en suis fière, dit-elle. À la fin d'une plaidoirie fleuve de 7 heures, son avocat demandera « Les preuves, messieurs les jurés, où sont-elles les preuves ?» À 1h du matin, le jury rend un verdict prudent, non coupable. Le public applaudit « Bravo !» et Meg, épuisée, s'évanouit une fois de plus. Elle aura quand même passé 300 jours en prison et 2 ans après le procès, elle va embarquer à bord d'un ferry pour l'Angleterre. Elle va aller vivre, comme l'ont fait un certain nombre des acteurs de l'affaire Dreyfus d'ailleurs. Elle va aller vivre, s'exiler à Londres avec sa fille, où elle écrira ses mémoires, Londres. Après la mort de Félix Faure, je fus accusé de l'avoir empoisonné. Après le drame de l'impasse Ronsin, je fus accusé d'avoir assassiné mon mari et ma mère. Je fus pleinement exonéré de la première accusation et triomphalement acquitté de la seconde. Malgré cette exonération, malgré cet acquittement, il est encore bien des personnes qui me croient coupable et me nomment la veuve rouge ou la veuve tragique. J'ai écrit ces mémoires pour convaincre les sceptiques de mon innocence, pour me réhabiliter aux yeux de ceux qui doutent et pour me justifier. À 48 ans, en 1917, elle va épouser Lord Robert Ebinger, qui est beaucoup plus jeune qu'elle et qui mourra 10 ans plus tard en 1927. Elle sera donc désormais Lady Meg, menant la belle vie un peu à travers toute l'Angleterre. Elle s'éteindra en 1954 à 85 ans dans une luxueuse maison de repos entourée de verdure. On peut dire que Lady Meg, en 1954, s'éteint au terme d'une vie pour le moins baignée de mystère. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique.